Cette semaine, c'est l'émission Pilule du bonheur, le point de la bonne nouvelle. Attention, accrochez-vous, l'intelligence dans les médias, apparemment, c'est bankable. En tout cas, dans les mains de celle que nous avons le très grand plaisir de recevoir ce soir, Adèle Van Het, philosophe, écrivaine, productrice radio et désormais directrice de France Inter. Adèle Van Het qui a su faire de ses chemins de la philosophie sur France Culture l'une des émissions les plus écoutées de France, juste derrière les grosses têtes. Aujourd'hui à la tête de France Inter, la première chaîne de radio et de loin dans l'Hexagone, un canal pas franchement pipi caca ou pas que, où on parle mythologie et psychanalyse et ça marche apparemment. Mais quel est son secret à cette alchimiste des médias qui transforme l'esprit en point d'audience ? Eh bien, on va en parler. Ce sera en deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, place à la mort, celle de nos parents, qui nous touche tous et nous anéantit même, parfois même quand on est vieux, mais qui n'a pas sa place dans notre société. Adèle Van Het y consacre son dernier livre, L'inconsolable. C'est tout de suite et c'est dans le point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Et bienvenue à vous ce soir, Adèle Van Het, Philippe Ball. Salut Laetitia. De Paris, miracle, hein, entre deux grèves SNCF, on a eu très peur, je vous l'avoue, pour cette émission. Directrice de France Inter, ancien directeur de France Inter, drôle, face à face. Mais ce point-là de vos carrières, ce sera pour la deuxième partie, parce que tout de suite, nous allons parler, comme je l'ai dit, de la mort de la mère, du père, en l'occurrence le vôtre, décédé d'une tumeur au cerveau à l'âge de 65 ans et qui vous laisse inconsolable. C'est le titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître dans la collection Blanche, la collection prestigiosissime de Gallimard. Inconsolable et pourtant c'est normal, non ? À un certain âge de perdre ses parents, c'est la vie, ou du moins c'est ce qu'on nous dit. Enfin, c'est la vie, c'est la mort surtout. En fait, le mot d'inconsolable me plaît parce que déjà, je le trouve beau, même s'il est très cruellement beau, mais aussi parce que je l'entends à double sens. Et c'est le propos de cet ouvrage, hein, de dire qu'effectivement, on est inconsolable lorsqu'on vit un chagrin très important, en l'occurrence la mort du père. Mais je pose aussi, et c'est l'hypothèse que je développe dans le livre, que nous sommes tous, depuis la naissance, inconsolables. À savoir que nous naissons avec une perte, un manque, quelque chose qui fait que nous passons notre vie à chercher la consolation ultime et que nous savons quand même que cette consolation, on ne l'aura pas. Alors ça peut paraître tragique, je crois que c'est peut-être tragique, mais au bon sens du terme, il y a un bon côté du tragique, c'est-à-dire que c'est aussi un moteur dans l'existence, que d'essayer d'obtenir quelque chose que nous n'aurons pas et d'accepter le fait que nous sommes tous inconsolables, je crois, nous réconcilie avec une partie de l'existence et nous fait être en paix avec ces moteurs-là, avec le fait d'écrire, le fait de créer, le fait de discuter. Si nous n'avions pas cette quête-là, je pense que déjà on échangerait moins, on se parlerait moins et le monde serait bien différent. Donc oui. C'est pour ça que ce terme-là, moi, m'est cher. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, la mort des parents ? Parce que c'est vrai, vous le dites au début du livre, jusque-là, moi non plus, je ne m'en préoccupais pas tellement quand les gens perdaient leurs parents, leur père, leur mère. Je ne l'écoutais pas. Vous avez un très joli passage sur ça. Et là, tout d'un coup, ça occupe toute ma vie. Il y a quelque chose dans notre société aujourd'hui qui évacue un peu ça. On estime effectivement que c'est normal, à un certain âge, Philippe, justement de banaliser la mort des personnes âgées ou de son rapport vis-à-vis de ça. Oui, et je pense que les choses sont très différentes selon les personnes. Ce qui n'est pas différent, c'est ce que dit Adèle, c'est d'être inconsolable. Et si le mot est beau, c'est vrai que c'est un beau mot. Il y a un autre titre que j'oublie d'ailleurs, un très beau livre qui a inconsolable dedans, je ne sais plus ce que c'est. Mais parce que cette inconsolabilité, par contre c'est pas un beau mot, mais on la porte en nous tout simplement parce que notre vie va être jalonnée de la mort de certaines personnes proches qui nous renvoient à notre propre mort. Très, très jeune, on comprend qu'on va mourir, que les gens qu'on aime le plus au monde vont mourir. Donc on doit vivre avec ce deuil. On doit vivre avec ce deuil prévisible et ce deuil qui arrive. Et la vie, c'est de surmonter, de donner le change, d'être capable d'une espèce de joie malgré cette tragédie. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce qu'en fait, le livre d'Adèle n'est pas tellement un livre sur la mort du père. C'est un livre sur la mort d'une personne qui nous aime et qu'on aime. Parce qu'on peut perdre ses parents, et voilà, on a un peu de tristesse, le temps passe, etc. Mais ça dépend du rapport qu'on a avec ses parents.
Parfois, on a un rapport qui est plus froid, on a un rapport qui est plus... Ça ne nous anéantit pas tous pareil. Non, vraiment. Il y a des chagrins, c'est difficile d'en parler, on ne peut pas dire que c'est de l'indifférence, mais peut-être aussi parfois une certaine désinvolture devant la mort de gens qui sont très proches parce qu'on ne les aime pas ou ils ne nous ont pas donné cette possibilité d'aimer très fortement. Et c'est un deuil de l'amour dont il s'agit. C'est d'une personne qui nous a fait aimer et qu'on aime et qui nous a aimés. Et ça, c'est le plus difficile, c'est la perte. Qu'est-ce qui reste des personnes qui partent, et je pense que c'est le thème du livre d'Adèle, ce qui reste des personnes qui sont parties, c'est qu'elles nous ont appris à aimer. Elles nous ont aimés, mais surtout, ce qui reste d'elles, c'est la capacité qu'on a au fond de nous à aimer. Oui. Et c'est ça qui est très très violent de perdre une personne qui nous apprend ça, c'est quelque chose de très violent. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'il y a quand même une perte très particulière, un amour très particulier dans celui qu'on a ou pas, hein, d'ailleurs c'est parfois l'un ou l'autre, à ses parents. Adèle von Retz, qu'est-ce qui se joue justement à travers la perte de son père ou de sa mère, quel que soit son âge d'ailleurs? Ce qui se joue, c'est le livre essaie de mener l'enquête, essaie de comprendre. C'est vraiment un livre qui veut restituer sur le vif l'expérience même de la fin de vie puis de la mort du père, mais qui, à partir de cette expérience-là, essaye de soulever les questions que ça pose, justement. Donc, il n'y a pas un point de départ et un point d'arrivée qui vient répondre au point de départ. Hein. C'est une trajectoire qui se fait à mesure que le livre avance. Selon les saisons. Voilà, qui suit l'ordre des saisons sur une année. Et qui fait ce va-et-vient qui m'est si cher entre l'expérience et la pensée. Au départ, moi, je suis de formation philosophique, j'ai fait des études de philosophie et toutes ces questions-là m'intéressent, mais uniquement si elles partent du corps. Il y a vraiment ce souci de l'incarnation, et c'est ce qui me fait écrire sans doute, et c'est pour ça que je pars beaucoup du corps du père. Et que c'est uniquement dans un second temps que je découvre qu'au fond, ce que signifie ce manque-là et cette mort-là, parce que c'est mon père. Mais au départ, Philippe a tout à fait raison, c'est la brisure d'un lien affectif d'amour à laquelle le lecteur et puis la narratrice assistent. Et cette description-là vaut pour ce qu'elle est, indépendamment du fait que ce soit le père. Et c'est uniquement après qu'une réflexion peut s'engendrer. Mais ce n'est pas tellement un livre sur le rôle que nos pères jouent dans notre vie, ni sur le rôle de la mort des personnes âgées, parce qu'en plus, on ne se considère pas qu'il était âgé, parce qu'il avait 65 ans, donc on n'est pas non plus dans des... Voilà. C'est vraiment ce que cette expérience-là peut nous apprendre. Je crois qu'il y a une sagesse de la tristesse. Et c'est ça que j'essaie de décrire. Oui, d'ailleurs, pas les personnes âgées, c'est vraiment le père et la mère, quel que soit son âge. D'ailleurs, c'est le petit enfant, ou la petite fille ou le petit garçon qui parle. Ça nous renvoie de toute façon à l'enfance. Ouais. D'ailleurs, vous avez une très jolie phrase quand vous dites « un papa, ça ne devrait pas mourir hein. ». On pourrait avoir un papa pour la vie, et pourquoi pas, un papa qui ne meurt jamais. J'adore cette phrase, parce que dans cette phrase est contenu aussi le côté enfantin de « je veux pas que ça existe ». Et c'est vraiment ça que à quoi ça renvoie. Tout à fait. C'est vrai que la mort d'un parent nous renvoie à notre statut d'enfant, qui sommeille toujours en nous, de manière plus ou moins active selon les personnes, mais ça réveille des choses, des souvenirs qu'on savait présents, mais pas de manière aussi active. Mais ça nous renvoie plus largement à cet inconsolable dont on parlait, au fond. C'est que ça nous renvoie au refus et au déni de notre propre mort. Nous savons très bien que nous allons mourir dès le départ, mais vous aurez remarqué, on ne passe pas notre vie à y penser, parce que sinon la vie serait invivable. Nous développons des stratégies d'esquive. C'est ce que le philosophe Pascal dit très bien. On en a beaucoup parlé pendant le divertissement, hein, le fait de dire que rien n'est plus difficile pour un homme que de rester seul dans une chambre au repos. Pourquoi ? Parce qu'alors il voit la mort droit dans les yeux et que rien n'est plus douloureux. Donc on sait très bien inventer des histoires pour faire comme si on n'allait pas mourir. Mais au fond, nous savons ce savoir-là. On en est dépositaire, on sait très bien qu'il y est. Et c'est sans doute pour ça que nous sommes inconsolables. C'est que nous vivons avec la finitude. Nous savons que notre vie ne va pas durer. Comment on s'accommode de cette absence d'éternité ? C'est sans doute impossible et aussi beau, mais c'est ça qui est ravivé à la mort d'un père, plus qu'encore qu'une histoire de filiation. Oui, parce qu'on est le suivant aussi sur la liste. Oui, parce qu'on est le suivant sur la liste. On n'a plus de toit au-dessus de nous, on est la génération qui, elle, est propulsée vers la mort directement. Oui, mais le fait qu'on est le suivant sur la liste n'attend pas qu'un de nos parents meure. On en a conscience déjà avant. On en a conscience très jeune, je pense. Mais là où je pense que tu as fait un livre de philo,
aussi, c'est que... alors, il se trouve que Adèle et moi, on avait beaucoup d'admiration et d'amitié pour Clément Rosset, qui a écrit beaucoup de choses sur la joie tragique, beaucoup de textes sur la joie tragique, sur comment être joyeux malgré tout, comment s'étonner, même avoir une capacité d'étonnement même de nos tragédies, et que l'étonnement prime, que l'intérêt de l'expérience, la curiosité, toutes ces choses-là soient cultivées en nous, de façon à ce qu'on surmonte et qu'on ne se sente pas comme une victime de ce qui nous arrive, mais comme des acteurs de ce qui nous arrive. Alors, je peux dire un truc un peu intime, je t'ai écrit après avoir lu le livre. Il y a un passage dans le livre, qui est page 177, qui commence là, où Adèle s'adresse à quelqu'un, et c'est très intéressant, parce qu'elle donne le change. Tu donnes le change d'une certaine façon, parce que évidemment tu souffres. Est-ce que vous avez envie de le lire Si vous voulez. Elle donne le change, et ça, c'est quelque chose de décisif, c'est une leçon de philo qui paraît peut-être superficielle, parce qu'on dit aux enfants des fois, arrête de pleurnicher, la vie est belle, ou je sais pas, enfin, il y a de la joie. Là, en fait, c'est une force, c'est un problème philosophique très complexe, dont parle Nietzsche quand il parle de la santé, quand il parle de l'homme supérieur, quand il parle de tout ça. C'est quelqu'un de la volonté vers la puissance, et non pas de la volonté de puissance, c'est l'humeur. Ça a d'abord à voir avec l'humeur. Et Adèle, elle fait, dans ce livre, elle raconte, dans ce passage-là, quelque chose qui est de l'ordre de l'humeur qui sauve. Ma propre humeur ne veut pas importuner les autres, et la façon dont je n'importune pas les autres avec mon humeur me rend plus heureuse aussi. C'est quelque chose de très fort, c'est une force de garder, en quelque sorte, le sourire dans la tragédie. Un certain sourire, un certain goût de la vie, même quand tout s'effondre autour, un goût de la vie. Quelque chose, mais attends, mais il y a pire. C'est bête comme argument, il y a pire. Mais pourtant, on cherche tous les arguments possibles et on a raison pour rester digne. Et cette dignité, elle nous sauve nous-mêmes. Elle sauve notre entourage, mais surtout, elle nous sauve nous-mêmes. Et elle transmet une force dont on a tellement besoin. Et c'est pour ça que finalement, c'est un livre de philosophie pratique aussi. Qui apprend à vivre avec la mort. Après, c'est effectivement tout le drame de la nature humaine, de la condition humaine. Je vous laisse lire, parce que là, effectivement, on est déjà presque un peu dans l'après. Hein, peut-être c'est le moment où l'inconsolable devient force consolatrice. Oui. Au fond, c'est ça. Elle se sauve comme ça. Alors, parce que, voilà, mais après, on va revenir à la douleur de l'inconsolable. On y revient, ouais. mais c'est le même sujet, au fond, parce que c'est le livre... s'il suit cette année-là, c'est justement parce qu'il y a une transformation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les choses nous transforment. C'est le devenir qui m'intéresse, c'est le fait de rester en vie, de ne pas être la même personne heure après heure, et je ne suis pas la même aujourd'hui que j'étais hier, et c'est tant mieux. Et au fond, quand on vit, je vais le lire, hein, mais juste, voilà, quand on vit une telle tristesse, la seule manière de tenir bon, parce qu'il y a un moment quand même, on se pose la question de savoir comment on va tenir bon, comment on va rester debout, c'est de rendre intéressant ce qui n'est que gratuit. Il n'y a aucun sens à perdre un parent. C'est vraiment une douleur insolente. Et si on arrive à la trouver intéressante, eh ben on a déjà gagné. C'est-à-dire qu'on est du côté de la vie, en fait. Alors et donc, à partir de tu verras. Tu verras, mon amour, combien la tristesse terrasse, mais comme elle déchire le voile qui recouvre le réel aussi. Tu verras la force qu'elle te donnera. Elle te fera ralentir, elle te fera marcher lentement dans les rues, en humant l'odeur du soir qui tombe au début de l'automne. Elle te fera regarder chaque jour l'œil de notre nourrisson pour observer le changement progressif du bleu vers le gris, le vert ou le marron. Elle te fera te resservir une troisième fois de la tarte à la framboise pour sentir à nouveau l'alliance entre l'acidité du fruit rouge et la suavité de la noisette présente dans la pâte. Elle te calmera, elle te fera sourire quand auparavant tu t'énervais, elle te fera rentrer plus tôt, parfois en courant, par plaisir de retrouver ta maison. Elle multipliera l'amour pour ceux que tu aimes déjà. Elle facilitera les vacances. Elle chassera l'ennui et ses remèdes, qui sont tout aussi ennuyeux. Et parfois enfin, elle te fera pleurer. Et même de tes larmes, tu te réjouiras. Car d'un revers de la main, tu pourras les sécher. Pleurer, ça n'est pas mourir. Pleurer, c'est être en vie plus que jamais. Et je serai là, pas loin, afin que de nos tristesses naisse le meilleur de ce que nous avons. Ça continue. Et là, qui parle d'ailleurs? Qui parle? C'est votre père ou c'est votre compagnon? Ou c'est vous qui vous adressez à vous-même? C'est la narratrice qui parle. Oui, mais vous changez. Hein. Vous êtes dans le je, puis après vous êtes dans le tu.
Et donc, c'est toujours la même personne qui parle, en revanche. C'est toujours une narratrice qui parle, mais elle s'adresse à différentes personnes. Là, il y a un secret derrière ces lignes. Il y a un secret philosophique, à chacun de le creuser, mais je pense que la Adèle donne une piste vitale. Dans ce passage, il y a quelque chose de très important. On comprend ça ou pas dans la vie. Si on comprend ça, la vie est différente. Peut-être que la vie... Enfin, c'est peut-être un naïf de dire ça, mais la vie est plus belle. Mais enfin, une fois de plus, je reviens à Nietzsche. Nietzsche, il parle énormément de ça. Il parle énormément, dans d'autres termes, dans un autre contexte. Mais en réalité, il parle beaucoup de ça. Comment danser, quoi, en quelque sorte. Nietzsche sait qu'on peut survivre à la douleur et que la douleur nous enseigne quelque chose. Nietzsche est quelqu'un qui a beaucoup souffert toute sa vie. Il avait des gros problèmes de santé. Et ses plus beaux textes, et je suis tout à fait d'accord avec ça, sont ceux qui montrent l'enseignement que l'on peut tirer des épreuves. La joie. Et finalement, et dans le meilleur des cas, la joie. Et au fond, je crois que toute l'histoire de la philosophie s'articule autour de la question de la mort et autour de la question qu'a celle-ci de nous transformer quand on veut bien la voir en face. Alors, la question qui se pose immédiatement et qui me hante un peu dans le livre, c'est combien de lucidité pouvons-nous encaisser ? Parce que ce que je décris, c'est vraiment un face-à-face avec la mort. Il s'agit de ne rien rater, les derniers instants de vie, la mort elle-même, de se la prendre en pleine face. C'est extrêmement douloureux, quand finalement on serait beaucoup mieux la tête dans l'oreiller à penser à autre chose et à regarder de l'autre côté de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette injonction-là qu'on se donne à soi-même, enfin que je me donne à moi-même ? Et effectivement, je pense que le geste, c'est un questionnement essentiel, ontologique, et après il faut en assumer les conséquences. Et c'est pas gagné. Pas gagné. Ça coûte. Et qu'est-ce qui nous reste après avoir, encore une fois, perdu son père ou sa mère ? Parce que c'est un amour très particulier. Hein. D'ailleurs, vous le dites, l'amour de mon père est irremplaçable. Cette qualité-là d'amour, je sais que je ne l'aurai jamais plus. Quand on meurt, on meurt. Mais quand on perd son parent, on perd une partie de soi, on perd son enfance, on perd un amour qui, dans le meilleur des cas, était un amour inconditionnel. Ça, des auteurs comme Gary, évidemment, l'ont magnifiquement thématisé. Tout à fait. La promesse de l'aube. En fait, ça, je le décris à un moment dans le livre. Je dis parce que j'essaie de décrire étape par étape, parce que comment la tristesse survient, comment elle s'impose parfois. Et je décris le moment où je réalise qu'avec la mort de mon père, je perds aussi le regard aimant de mon père sur moi. Et qu'au fond, j'ai jamais vécu sans ce regard-là. Donc, sans ce type d'amour. Mais c'est pas tellement parce que c'est celui de mon père, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que c'est un type d'amour qui, en fait, m'a construit. Et c'est dans ce regard-là que je me suis vue aussi, sans doute. Et que je ne m'étais jamais nommée comme telle. C'est pas le genre de réflexion qu'on se fait d'habitude quand nos parents sont encore vivants. On se dit pas, tiens, la façon qu'il a de me regarder construit la personne que je suis et en fait m'apparaît comme étant ce distributeur d'amour inconditionnel. D'autant que mon père, dans le livre, on voit bien, c'est quelqu'un d'assez pudique. On n'a pas du tout une relation où on se dit sans cesse qu'on s'aime. Voilà, c'est pas du tout ça. Et donc ça passe dans ce regard-là. Et ce regard signifie une espèce de générosité, de main tendue permanente que je perds à ce moment-là. Alors oui, vous posez la question, qu'est-ce qu'on perd là ? Mais c'est déterminant, on perd un socle. C'est pour ça qu'il y a cette sensation qu'un trou béant s'ouvre devant nous et qu'on sait qu'on est en train de le dégringoler. Et c'est pour ça que je vous dis, mais comment tenir bon ? Il va falloir remonter ensuite et apprendre à vivre sans ça. C'est une vraie absence. Parce que je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent qu'il y a une vie après la mort ou qu'on peut dialoguer avec les morts. On a chacun notre façon de faire commerce avec la mort, au sens fort du terme. Pour moi, et c'est pour ça qu'il y a une telle douleur, la mort est une extinction radicale. Il n'y a plus rien. Il faut vivre avec ce gouffre-là. C'est en cela qu'elle est intolérable et abjecte. Et voilà. Oui, mais c'est aussi pour ça, sans doute, qu'il y a un cheminement à faire, non pas pour l'accepter, parce que je ne suis pas du tout dans un truc de travail de deuil et les étapes à suivre. Au contraire, d'ailleurs. Le livre s'appelle Inconsolable parce que je crois que je m'inscris un peu peut-être pas en faux, mais je prends mes distances avec les injonctions à la consolation. Et ça fait beaucoup de bien. Je revendique le droit d'être triste et de pouvoir rester triste. Et même, je crois que c'est nécessaire qu'il y ait un moment, quand on vit une mort comme celle-là, de quelqu'un de si proche... Foutez-nous la paix avec la résilience. Et oui, déjà. Déjà pas de résilience, on ne prononce pas le terme. Et puis on peut avoir envie de rester triste, c'est pas de la complaisance, c'est pas de la victimisation, parce qu'il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, la tristesse est le seul lien qui nous reste avec la personne qui est morte. Et on se dit, mais le jour où je serai plus triste, je l'oublierai. Et ça prend du temps de reconstruire un lien avec cette personne qui n'est plus, sans que celui-ci ne soit uniquement fait de tristesse ou de larmes.
Non, mais ça fait beaucoup de bien ça. Et puis, effectivement, quand même, la mort qui est dégueulasse. Et c'est vrai qu'on est toujours, quand même, maintenant, surtout quand les personnes sont plus âgées, même qu'elles sont. On est toujours en train de se dire, oui, finalement, c'est normal. Il y a un côté très fonctionnaliste dans notre société. Normal, hein. Dans notre société, oui, mais qui consiste à dire, voilà, à un certain âge, c'est très bien. Et puis, ça dégage le terrain de manière très cynique aujourd'hui. Tandis que là, effectivement, cette mort est. Mais si on revient à la mort particulière, quand même, du parent, quand il était un bon parent, hein, on est aussi tous parents, donc on sait aussi à quel point c'est différent et à quel point on est là pour nos enfants aussi, dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai qu'on leur donne beaucoup de solidité, dans le meilleur des cas, mais aussi, voilà, il y a un fardeau. Le jour où on disparaît, comment est-ce qu'ils tiennent debout ? Moi, quand je lisais le livre d'Adèle, quand je lis des livres, enfin, celui-là en particulier, j'ai beaucoup pensé à mon fils, et je me disais, mais comment il va faire comment il va se démerder avec ma mort, quoi. Et ça me terrifie, c'est pas ma mort qui me terrifie, c'est celle qu'on va imposer à nos enfants. Voilà, c'est ça. Il y a deux choses que je oui, parce que c'est le miroir inversé. Enfin, voilà, de nos parents, on a tout reçu, encore une fois, dans le meilleur des cas, et à nos enfants, on est là pour... Je pense que j'ai remarqué quand des gens ont vécu des choses très dures, soit qu'ils ont aimé fortement quelqu'un, soit qu'ils aient vécu des drames historiques comme des gens qui ont rescapé des camps de la mort. Il y a quelque chose qui se... Par exemple, on a beaucoup aimé Marceline, Loridan, on était proches d'elle, etc. Et elle s'est jamais guérie. Jamais. Elle a vécu, c'est exactement ce que dit Adèle, elle a fait en sorte de s'enrichir de ce qu'elle savait d'insupportable. Elle est toujours restée inconsolable. Ça faisait partie de sa force, du trésor de sa personnalité, et de sa personnalité joyeuse, terriblement punk et joyeuse. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et je voudrais préciser ce que je disais tout à l'heure, c'est que Adèle, elle dessine, quand elle parle de son père, elle dessine une personnalité qui a beaucoup d'élégance morale. Et je pense que ça compte, cette élégance morale. C'est que il y a une joie d'être qui passe par l'élégance, qui passe mieux par l'élégance que par autre chose, qui relève d'une politesse, d'un truc, voilà, d'une politesse de vie en général, qui est plus une chose de personnalité qu'une chose de convention. Et l'élégance que ça transmet à l'autre, aux enfants, est une force. Et quand on est intelligent, quand les gens sont intelligents et sensibles, de toute façon, quoi qu'il arrive, ces deux choses-là, l'intelligence et la sensibilité, nous condamnent aux plus grandes souffrances dans la vie. Point à la ligne. S'il n'y a pas l'élégance, on est mort. L'élégance de ne pas être victime, de ne pas être une victime, de ne jamais se voir dans l'œil de l'autre comme une victime, de refuser de se voir dans l'œil de l'autre comme une victime. Je trouve que c'est très beau dans ce livre, parce que c'est tout un travail là-dessus que je trouve très convaincant, touchant, pratique, utile, évidemment très émouvant. Oui, la vie à tout prix, mais comment faire quand même avec la mort, et c'est bien le propre de la condition humaine, hein, et c'est effectivement admirablement dit dans ce livre, c'est admirablement écrit. On va devoir conclure cette première partie du point, donc sur la mort. Beaucoup d'intelligence, on a prouvé par l'exemple. Est-ce qu'on va faire de l'audience? Ça, je ne sais pas, mais vous, Adèle, vous savez en faire, de l'esprit et de l'audimat. Et ça sera dans la deuxième partie, mais tout de suite, on va écouter justement quelqu'un qui vous connaît bien à France Inter, enfin qui vous connaît, c'était notre vieux camarade Alexandre Kominec, qui nous a quittés pour vous l'année passée. On le regarde. Bonjour Adèle, c'est Alexandre Kominec, on ne s'est pas encore rencontrés, mais c'est drôle parce que je travaille chez vous maintenant. Et vous êtes dans mon ancien chez moi. Voilà. Ouais, vous êtes ma patronne, avant c'était Laetitia mon patron. J'ai que des femmes moi en guise de patron. Voilà, j'ai que des femmes qui me donnent des ordres. Faudra pas s'étonner si on me retrouve tout nu ou en latex dans un champ. Voilà, je suis un peu le Edward Stern du pauvre, pour ceux qui se souviennent de cette affaire sympathique.
J'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous rencontrer en vrai. Laetitia, j'espère que tu vas bien aussi. Je suis très content sur Inter, je tiens à vous le dire. Bon, après Laetitia, ça reste entre nous, vachement mieux payé sur les morts bleus quand même. Hein. Mais bon, hein, quand on travaille dans un pays du tiers-monde, fallait s'y attendre. Philippe, je t'embrasse fort. J'espère que tu vas bien aussi. T'avais raison, hein. Inter, c'est que des islamo-gauchistes de merde. Ah putain, j'aurais dû aller sur Europe 1. Ah, mais bon, on verra l'année prochaine. Inch'Allah, comme on dit sur France Inter. Allez, je vous embrasse. Ah, que non, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie du Point, toujours en compagnie d'Adèle Van Het et de Philippe Val, bien sûr. Je l'ai dit en introduction, Adèle Van Het, vous êtes l'alchimiste des médias, hein, qui savait transformer l'esprit en point d'audience. Et ça a commencé d'ailleurs avec vos chemins de la philosophie sur France Culture, qui a été un blockbuster. Hein. On en voit un petit extrait, puis on le commente après. Ça, c'était pas tout à fait la version d'ailleurs radio, c'était un forum, mais c'est plus télévisuel. Aujourd'hui, nous partons d'une question. Sommes-nous prêts pour la fin du monde? Vous aurez remarqué que cette question présuppose que la fin du monde est inéluctable, qu'elle va arriver, et l'absence de doute en la matière est en soi le sujet du débat qui nous occupe aujourd'hui. Car si l'on doute que la fin du monde soit inévitable, s'il existait la moindre possibilité qu'il en aille autrement, que l'émission de gaz à effet de serre arrête miraculeusement de polluer notre air, ou que l'humanité arrête non moins miraculeusement d'utiliser des moyens de transport qui polluent, aurions-nous le même empressement à agir? En clair, est-ce que l'imminence de la catastrophe ne serait pas la meilleure invitation à l'action? Mais dans ce cas, comment expliquer qu'à de rares exceptions près, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, il ne se passe rien? Encore une fois, ce n'était pas la formule radio, hein. Mais ça donne quand même l'esprit. Il y a longtemps quand même, il faut le dire. Quand j'ai fait cette émission, non, mais il y avait moins de sensibilisation autour de la question écologique. Hein. Quand il ne se passe rien, c'était il y a vraiment de nombreuses années. Je le précise parce que c'est bizarre de diffuser ça en disant il ne se passe rien aujourd'hui, alors que voilà. Oui, c'était en 2019. Mais ça donne effectivement le ton quand même de cette émission qui a fait un carton. Et quand je dis carton, ce n'est pas dans la catégorie culture, un carton dans la catégorie toutes les émissions. C'était la 3e, 4e derrière les grosses têtes. Donc, et comment on explique ça, justement, un tel engouement aujourd'hui qui rassure, hein, parce que justement, c'est contre-intuitif presque, Philippe. Oui, il y a des expériences comme ça. La radio, ça sert à ça, précisément. Les gens, ils viennent sur une station et parce qu'il y a des trucs qu'ils aiment bien dedans, des animateurs ou des journalistes. Et puis, c'est un programme. Et dans le programme, tout d'un coup, ils entendent un truc qu'ils n'ont pas du tout cherché, parce que ça vient dans la continuité. Et puis, tout d'un coup, hop, ils disent « Ah, mais c'est quoi ce truc-là ? Ah, c'est de la philo ?» Ils prennent un petit peu, ils goûtent, ils disent « J'aime bien ». Et puis, ils y retournent le lendemain et ils se prennent de passion pour un truc qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont 30 ans, ils ont 15 ans, ils ont 50 ans. Ils viennent de milieux riches, ils viennent de milieux pauvres, ils viennent de milieux intellectuels, ils viennent de milieux analphabètes. C'est pas grave, ils goûtent un truc, ils aiment bien et ils s'y mettent. Ça sert à ça, la radio. Et j'ai remarqué, quand j'étais directeur d'Inter, mais aussi quand j'étais patron de journal, qu'à chaque fois qu'on a invité des bons philosophes, qu'on les a bien interrogés, ou des bons scientifiques, ou des bons analystes littéraires, qu'on parle de Montaigne, qu'on parle de Pascal, qu'on parle d'Einstein, je ne sais pas, bon bref, de Darwin, à chaque fois que c'est bien fait, on a des réactions de lecteurs ou d'auditeurs massives. C'est-à-dire que dès qu'on leur donne quelque chose qui leur dit je vous prends pas pour quelqu'un de stupide, qui comprend rien, et la personne se sent honorée et ça lui donne faim. Et c'est ce qu'a fait Adèle dans Les chemins de la philosophie, c'est de ne pas se soucier du niveau des auditeurs. C'est ce que vous faites toujours, Adèle Van Het, depuis que vous êtes à la tête de France Inter, qui est de toute façon elle-même déjà un modèle, hein, puisque c'est la première chaîne française. Elle est plébiscitée, sa matinale avec Léa Salamé et Nicolas Demorand, évidemment, cartonne, écrase toutes les autres. Mais ces programmes, de manière générale, sont assez prescripteurs. Mais depuis que vous êtes à la tête d'Inter, vous faites la même chose. Vous avez cette démarche comme ça, prospective, courageuse, et face à des programmes qui, a priori, pourraient ennuyer tout le monde.
En tout cas, je pense qu'on a toujours raison de miser sur la qualité, ça c'est sûr, et indépendamment du domaine lui-même. Plus qu'une émission de philosophie ou de science ou de mythologie, etc., ce que l'on se doit de proposer, ce sont des émissions de qualité. Quand j'entends par qualité, c'est-à-dire avec un travail qui est fait en amont et avec un respect de l'auditeur, avec cette ligne à suivre qui est qu'on s'adresse toujours à l'intelligence de l'auditeur. Et effectivement, cette histoire de niveau, moi, me met toujours mal à l'aise, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent qu'il faut se mettre au niveau des auditeurs, mais ça présuppose qu'on est au-dessus d'eux. On ne l'est pas du tout. Et surtout la radio, moi j'adore ce média qu'est la radio, parce qu'on s'adresse, on est dans une relation d'horizontalité absolue. Il n'y a pas plus intime que la radio. On écoute la radio en se brossant les dents, en faisant des choses qu'on fait seul. On n'a de compte à rendre à personne. Et cette voix nous accompagne, dans le meilleur des cas, toute la journée, parfois juste ponctuellement. C'est une qualité d'écoute qui est très particulière. Parce qu'on fait toujours autre chose quand on écoute la radio. Et donc toute la question consiste à se demander, quand on est derrière le micro, de l'autre côté, à l'antenne, que faire pour que la personne qui a beaucoup mieux à faire qu'à m'écouter, m'écoute quand même. Et donc ça passe par une maîtrise des silences, ça passe par une maîtrise des sons, par certaines questions, par un rythme avec l'invité. Et ça marche à l'échelle de toute une antenne, avec une identité assez forte, qui est la plus éclectique possible et la plus puissante possible. C'est-à-dire que, voilà, sur France Inter aujourd'hui, qui est une chaîne qui va très bien, et je le dis d'autant plus facilement que c'est pas grâce à moi, enfin je veux dire, moi je suis pas là depuis très longtemps, c'est une chaîne où on ne s'interdit rien. On va autant faire une nuit spéciale autour de l'érotisme avec des textes très érotiques et une libre antenne entre 22h et 2h du matin, qu'une semaine spéciale retraite, ce qui se passe en ce moment, où on donne la parole aux auditeurs pour justement que chacun puisse faire avancer le débat autour de la réforme des retraites. Peut-être que c'est très bien de jumeler les deux, érotisme et retraite. Mais il faut les deux. Après, est-ce que l'un est plus érotique que l'autre, c'est toute la question. Mais quand je dis qu'on s'adresse à l'intelligence des auditeurs, ça veut dire qu'on ne présuppose jamais rien de leur part. Mais qu'on sait qu'on leur parle directement. C'est un lien direct de bouche à oreille, au fond. Hein. C'est une voix qui s'adresse à une oreille et qui doit être présente dans tous les domaines de sa vie, quel qu'il soit. Et au fond, une grille de radio, devrait regrouper tous les domaines qu'un individu va explorer ou affronter dans sa propre existence. Et cette complétude-là, elle est assez rare. Et quand en plus on est dans le service public, ce qui est le cas d'Inter, c'est une mission. Et une mission qui devient passionnante quand on la présente comme ça. Mais pourquoi le présupposé inverse? Effectivement, on a l'impression que tous les directeurs de chaînes, d'antennes, etc., plutôt présupposent que la population attend autre chose, attend du Hanouna, attend du monothématique, attend du buzz à tout prix. C'est comme où est le gap? C'est comme certains médicaments, la digitaline, par exemple, un petit peu ça sauve le cœur, trop ça l'arrête. La radio, c'est Radio Mille Collines qui demande, qui incite les gens à massacrer les Tutsis. Au Rwanda, ou c'est Radio Londres qui contribue à sauver la liberté des hommes sur Terre. Donc c'est un outil incroyable. C'est un outil à la fois extrêmement intime, donc les gens peuvent en faire plein de choses, des bêtises ou quelque chose de bien, et en même temps, ça a mondialisé la culture. En 1934, 1935, des radios comme Radio Cité ont invité les orchestres, parce qu'on jouait en direct, les orchestres jouaient en direct à la radio, à l'époque, il n'y avait pas d'autres moyens. Et ils ont invité Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab Calloway à jouer en direct au milieu des années 30. Ça a été une révolution et ça a mondialisé la musique. Ça a été le début de ça. Et donc, à la fois ça, c'est la résistance, et puis ça a en commun avec les livres. Par exemple, la télévision, on regarde, c'est formidable. Hein, moi, j'adore tous les médias de flux, mais la télévision, l'œil et l'oreille est capté. Tandis qu'avec la télé, comme avec le livre, avec une voix, vous reconstituez l'univers, vous reconstituez un monde, des odeurs, des formes, des visages. Vous seriez bien étonné de voir la tête de certaines personnes qui sont derrière un micro de radio. Moi, quand j'étais patron d'Inter, je me suis opposé aux caméras dans les studios pour que reste la magie de la voix, simplement, parce que le cerveau est l'un n'exclut pas l'autre. Non, le cerveau est actif quand il écoute la radio. Il reconstitue un univers en écoutant la radio.
Oui, mais de savoir ce qu'on met dans les programmes et l'esprit qu'on y met, c'est l'équivalent aussi à la télévision. Hein. Je veux dire, on peut avoir aussi du courage dans certains programmes, à la télévision comme à la radio, même si c'est évidemment pas le même type de programme. Mais justement, comment est-ce qu'on résiste au diktat? Est-ce qu'il n'y a que le service public aujourd'hui? Parce que vous étiez sur France Culture, France Inter, c'est le navire admiral du service public, c'est l'équivalent de la RTS chez nous. Est-ce qu'il n'y a que le service public qui peut se permettre ça aujourd'hui, justement, offrir cette diversité, cette qualité, résister à ce qu'on imagine être... En tout cas, c'est l'essence même du travail que nous faisons, parce qu'on insistait sur le caractère intime de la radio, mais au fond, cet intime n'a de sens que parce qu'il nous fait entrer dans un collectif. C'est le fait que nous soyons tous au même moment en train d'écouter la même chose qui crée un espace démocratique vital à la vie de notre pays. Et en ça, le mot, encore une fois, l'expression de service public a tout son sens et trouve toute sa puissance. Nous sommes cet endroit où beaucoup de citoyens qui peut-être ne se rencontrent pas et ne pensent pas la même chose vont se retrouver au même moment, simultanément en train d'écouter le même contenu. C'est assez incroyable quand on y pense. C'est le philosophe Tocqueville, quand il arrive aux États-Unis, c'est le tout début dans son livre « Dans la démocratie en Amérique », il regarde la naissance de la démocratie. Lui, il n'est pas du tout démocrate, il se dit « mais comment un pays va-t-il tenir debout alors qu'il n'y a plus de monarque, il n'y a plus d'aristocrate ?» Et en fait, il se rend compte que le meilleur lien entre les individus pour former un pays, ce n'est pas tellement la politique, ce n'est pas un gouvernement, c'est la presse. Aujourd'hui, ce qu'on appellerait les médias. Parce que les médias créent un lien direct entre tous les individus. Quand on se retrouve tous devant la télé le soir à regarder le JT de 20h, il y a quelque chose qui est un peu comme la messe, où on se retrouve tous ces fédérateurs. Le service public, l'audiovisuel public, c'est ça. Et la radio, à ce côté, effectivement, il n'y a pas l'image. Donc, on a l'impression qu'on est seul. Et être avec tant d'autres, au moment où on croit être seul, ça, pour le coup, c'est absolument irremplaçable. Et ça nous donne une liberté énorme et une mission qui est proprement démocratique, enfin, je veux dire, qui a un impact direct sur ce qu'est la société contemporaine aujourd'hui. Ça, j'en mesure pleinement la force et la responsabilité. Et ça nous engage, au fond. Et être première radio de France aujourd'hui, ça nous engage, ça nous oblige. Et cette obligation-là, elle est absolument passionnante, parce que c'est là où on est au plus près des préoccupations de chacun des auditeurs. Avec la tentation aussi que chacun a, les politiques, la population, la redevance en France justement a changé de main, à mettre la main là-dessus. France Inter a souvent été taxée de gauchiste, comme le rappelait Cominac ou d'Islamo. D'autres sont dans un autre... Mais il y a ce souci-là quand même d'arriver à conserver son indépendance en tant que directrice de chaîne face à tous ces dictats de gens qui aimeraient bien finalement en faire le porte-voix de votre radio. Oui, mais la radio parle d'elle-même d'ailleurs. C'est l'avantage. C'est que l'existence même de la radio, l'existence même de France Inter, puisque je peux parler de ce que je connais, et son statut aujourd'hui de première radio de France, montre qu'au fond, le combat, il est gagné, il est là. Ça ne veut pas dire que c'est acquis du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Ça veut dire que écoutons la radio au-delà des préjugés des combats politiques et du fait qu'on puisse hâtivement, et ça tourne beaucoup sur les réseaux, qualifier d'antenne de telle couleur ou de tel engagement. La multiplicité des voix sur l'antenne et la grille est ainsi construite qu'au fond, je vous mets au défi de trouver une seule couleur idéologique, et c'est là tout l'intérêt. Oui, non, mais quand je vous disais aussi résister à ceux qui auraient la tentation, je ne sais pas, moi, au Sénat, aux chambres, justement, à l'avenir, de limer un peu sur vos budgets, d'utiliser cette pression-là. En Suisse, on a une situation assez équivalente, même si c'est le peuple qui va décider, une grande menace sur la redevance, et ça met une pression terrible. Comment rester affranchi, finalement, de ces dictats quand on est à la tête d'une radio comme la vôtre? Je vous donne la parole d'abord à Adèle et puis ensuite à Philippe. On ne peut pas être affranchi ce sont pas des dictats, on dépend d'eux. On dépend, c'est l'État et l'actionnaire, donc on ne peut pas s'affranchir de ça. On compose, on fait comme on peut, mais on n'a pas de marge de manœuvre par rapport à ça, de toute façon. Moi, par expérience, puis je vois bien comment marchent les journaux dans lesquels on a des amis journalistes ou directeurs de rédaction, des grands journaux qui appartiennent à des milliardaires ou à des... Voilà. La liberté éditoriale des rédactions est incroyable en France. Je vous assure que... Alors, il y a des endroits où il y a des pressions, etc. Mais c'est quand même assez minoritaire. Dans les grands journaux, dans les grands médias, la liberté éditoriale par rapport à l'actionnaire est incroyable parce qu'il y a des sociétés de rédacteurs qui sont extrêmement agressives et qui ne se laissent pas faire. Enfin, aller à l'IB, aller au Monde, aller même à LCI, à BFM, il y a une liberté éditoriale.
ils veulent être respectés. Ils sont d'accord peut-être pour certaines directives, mais pas plus. Pour certains styles, les machins, mais l'information doit circuler. En France, il y a une vraie liberté de la presse et une vraie liberté d'expression. Et à Inter, moi, j'ai jamais reçu un coup de fil aussi un, mais il était un mec de l'opposition à l'époque. Mais à part Jacques Lang, j'ai jamais eu de... Il voulait râler ou vous féliciter? Non, parce que Jacques Lang, il veut toujours passer dans les émissions, il veut passer dans toutes les émissions. Mais on l'embrasse quand même. Voilà, on l'embrasse quand même, voilà. On l'embrasse tout le monde. Mais sinon, jamais une pression directe, Non. jamais un ultimatum. Et s'il y en a, on dit non, et puis ça s'arrête là. Il peut y en avoir, mais le refus d'y céder, en général, n'a pas de conséquences. Et donc, l'avantage, je pense, moi, du service public, hein, c'est qu'on n'est pas talonné par un autre problème, c'est celui de la ressource publicitaire, qui est décisif pour les autres radios et pour les autres télés et pour les journaux. À Radio France, c'est marginal, la pub, puisque le financement se fait autrement. Et on a donc une liberté de création. On peut prendre des risques qu'on ne peut que difficilement prendre ailleurs. Sauf dans des radios qui marchent extrêmement bien, extrêmement fort, ce qui n'est plus le cas d'aucune radio aujourd'hui. Donc les radios privées ont la contrainte qui peut ressembler à une censure, à une autocensure. Je ne peux pas prendre le risque de faire quelque chose qui risquerait de déplaire à Les annonceurs. Voilà, mes annonceurs. Ou à mon boss, hein, parce que Tandis qu'à Radio France... Vous dites, Philippe, mais il y a effectivement quand même une tendance à la polarisation dans le panorama audiovisuel français, de la presse écrite aussi, peut-être un peu moins. C'est que c'est vrai que les groupes se rassemblent par idéologie parfois, ou enfin, il y a une tendance aussi à faire les chaînes d'infos en continu fonctionnent un peu comme des réseaux sociaux, en bulle. On voit LCI qui fait maintenant plus que de l'Ukraine, on voit BFM qui est sur son créneau. Enfin, il y a une tendance quand même à l'enfermement et pas à la diversité qui est la mission du service public. Je ne sais pas si c'est plus fort qu'avant. Enfin, vous trouviez qu'avant, c'était plus... Avant, il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu. Oui, mais là, c'est pas un phénomène nouveau. Les réseaux sociaux aussi, le culte du buzz, la structure des médias en général a complètement changé. On voit aussi, on regarde... Mais je ne pense pas que c'était beaucoup mieux avant. Je pense qu'au contraire, on a gagné en sciences de l'information, on a gardé en éclectisme. En tout cas, sur le service public, justement, c'est quelque chose qui est très, très précieux. Cette indépendance-là et le professionnalisme, le service public, c'est quand même la garantie d'avoir des journalistes qui font un travail exceptionnel, vérifié, et aujourd'hui c'est quand même très important, et qui sont une source d'information extrêmement fiable dans un contexte où en effet celle-ci est beaucoup contestée et fragmentée à travers les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas non plus penser que les réseaux sociaux sont la fin de tout, hein. Il y a aussi des choses assez utiles qui s'y passent et nous devons composer avec. Ils insufflent une culture du buzz parfois, ils insufflent une culture peut-être de la bulle. Mais on peut composer avec ça, c'est-à-dire que la culture du buzz, ce qu'elle a de déplorable, c'est quand on fait buzzer à partir de rien. Mais en revanche, faire qu'une information ou qu'un moment, qu'un échange devienne quelque chose qui peut être repris et qui peut être constructif pour le débat public, je ne vois pas où est le problème, au contraire. C'est ce qu'on trouve justement, c'est le propre d'une chaîne comme Inter, c'est que c'est le débat public qui est nourri. Quand c'est ça qui prime, après buzz ou pas buzz, peu importe. Et en même temps, alors il y a des bonnes nouvelles, mais en même temps il y a une certaine érosion. Hein. Tout le monde perd des auditeurs et des spectateurs, enfin, quelle que soit l'échelle. C'est le cas en Suisse, c'est le cas en France, c'est le cas partout, et on ne sait pas tellement comment faire. Alors il y a les podcasts qui sauvent un peu, mais il y a le flux il baisse. Et comment on fait pour résister contre ça? Ça c'est très important. Je pense que le podcast, c'est formidable. Hein. Moi, je suis un grand consommateur de podcasts, de vieilles émissions. Bon. Mais la radio, c'est du flux. La télé, c'est du flux. Et le flux, c'est une proposition qui n'intéresse plus le jeune public. La proposition de choses programmées n'intéresse plus le jeune public. Hein. Il va chercher ce qu'il veut chercher, ce qu'il veut trouver sur les réseaux sociaux. Et quand on regarde les études d'opinion, on voit bien que c'est fini. Ils ont complètement décroché de l'écoute de la radio, de la lecture des journaux et ils ne regardent plus la télé. Très peu. Et donc, ça va aller en augmentant. Ça veut dire qu'un jour, la démocratie va s'effondrer. Non, moi, je ne crois pas du tout. Non, parce que si on ne fait pas quelque chose et si on n'arrive pas à valoriser, à être combatif,
pour imposer les programmes et imposer justement les antennes, les marques d'antennes, les marques de journaux. On a besoin, rien ne remplace pour l'instant l'érosion que connaît la radio, la télé, les journaux, etc., n'est remplacée par rien. Le jour où c'est remplacé par quelque chose, pas de problème. Mais là, c'est remplacé juste par... Non, en fait, oui, il y a peut-être moins en moins de gens qui écoutent la radio, qui regardent la télé, mais au fond, il y a surtout des nouvelles habitudes d'écoute en ce qui concerne la radio. C'est qu'à l'époque, il n'y a encore pas si longtemps, on avait un transistor, et même parfois plusieurs, dans la cuisine, dans la salle de bain, on écoutait la radio en appuyant sur on ou numéro 1, et ensuite on éteignait. Aujourd'hui, vous le savez bien, parce qu'on est tous pareils, on écoute beaucoup la radio avec le téléphone, de manière numérique. Ça a créé des enjeux considérable sur la manière de fabriquer de la radio. Comment fait-on pour que l'offre de flux qui reste la plus importante aujourd'hui, avec le podcast, mais les deux ne s'opposent pas, ils viennent s'enrichir mutuellement, puisse être accessible à des auditeurs qui n'ont pas du tout le réflexe d'allumer la radio, qui ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est un travail de notre part qui est considérable, qui est pharaonique, qui est de pouvoir proposer notre contenu aussi sur le numérique. Mais ça veut dire qu'avec une équipe constante, on doit non seulement fabriquer une antenne de flux, mais aussi des podcasts, mais aussi des déclinaisons numériques pour qu'un auditeur potentiel qui se balade sur les réseaux voit tout d'un coup la vidéo d'un humoriste, comme celle qu'on a vue, voit que c'est France Inter, et puis que plus il voit des vidéos, plus il se dit « mais il y a des humoristes sur France Inter, mais France Inter, qu'est-ce que c'est ?» Et de fil en aiguille, puisse ensuite associer Inter à une offre de contenu qui peut l'intéresser. Et ça, c'est le chantier aujourd'hui, c'est sur lequel on travaille, qui est redoutable mais passionnant. Et sans ça, en effet, la radio va mourir avec ses auditeurs, ce qui serait vraiment dommage. Mais ça nous contraint à nous renouveler dans notre offre et surtout dans la manière dont on propose cette offre. C'est pas tellement là le contenu des émissions, c'est comment on la rend accessible. Ouais, c'est les deux, oui. Donc il ne faut pas opposer le numérique et le flux, le podcast et le flux, c'est un même ensemble aujourd'hui. On travaille aux trois en même temps et les trois ont pour vocation de maintenir le flux. Pardon ? Et l'un attire l'autre. C'est dans le meilleur des cas. Ouais. Mais là où Philippe a raison il ne faut en aucun cas sacrifier le flux, donc l'antenne, appuyer sur la radio et l'écouter, mais qu'on ne peut plus la concevoir aujourd'hui sans l'adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute, donc sans des déclinaisons numériques. Voilà. Et donc comment faire pour enrichir l'un sans sacrifier l'autre, et comment faire pour créer une synergie productive et vertueuse qui maintient le même nombre d'auditeurs, parce que tout le monde ne perd pas beaucoup d'auditeurs. Attendez, juste avant de vous laisser poursuivre, il y a effectivement aussi une grande partie de votre offre, c'est de l'humour. Il y a plusieurs émissions qui y sont consacrées. On a entendu Alexandre Kominek, on va le réentendre. Il y a beaucoup d'humoristes suisses qui sont recrutés par votre antenne. Oui. Cette touche de suissitude, en plus par l'humour, qu'est-ce qu'elle amène ? On les écoute, et puis je vous laisse répondre après à ça. Il passe ses journées devant la chaîne Motus, qui n'existe qu'en Suisse, ou pire, peut-être uniquement dans sa tête. C'est pourtant un garçon talentueux qui a réfléchi lui aussi au phénomène de l'exploitation dorée. Bonjour Yann Marguet. Bonjour Mathieu. Exploitation dorée, servilité étincelante, esclavage sympa. Il faut du temps pour faire son chemin avec cette expression inventée par notre invitée Alizée Delpierre. L'exploitation dorée, alors déjà Alizée, bravo d'avoir inventé une expression. C'est pas donné à tout le monde. J'ai moi-même tenté le coup il y a quelques années en essayant de lancer l'expression déglingos du frappadoule. Ça n'a pas pris pareil. Il n'y a pas eu d'interview, de décryptage, mais bref. Marina Rollman. Ah oui, alors. Bravo Marina. Ça y est, la nouvelle est tombée. La Suisse serait la nation la plus satisfaite du monde sexuellement. C'est une étude parue récemment. Alors je rappelle que tu es suissesse. Absolument. Alors je ne peux pas me porter personnellement garante de la satisfaction sexuelle de tous mes compatriotes. Quand même, on est quand même 16. Beaucoup, hein. Oui, mais dans le tas, il y a mes cousins, donc voilà. Mais globalement, en effet, j'ai plutôt l'impression d'être entourée de gens qui sont contents quand on évoque leur vie intime. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un pays, franchement, où rien naturellement n'invite à la gaudriole, est en tête. Du jour au lendemain, je me retrouve à faire la mise en service de piscine chez des particuliers à Genève. J'ouvrais et je nettoyais les piscines pour la saison. Donc autant vous dire qu'en Suisse, j'ai vu des baraques vues sur le lac qui en fait étaient des garages. Les voitures avaient la vue sur le lac et les Philippins dormaient au sous-sol. Et monsieur m'avait dit, ouais bon ça va, ils ont déjà assez vu la mer comme ça. Hein. Tenez-vous bien, bande de gauchos. J'ai nettoyé des piscines pour des chiens. Je vais répéter cette phrase. Ça s'appelle des pédiluves. Pour que tout le monde le comprenne bien. J'ai nettoyé une piscine dont le seul utilisateur était un chien. Rappelez-vous bien de ça pendant que vous êtes au boulot pour un salaire de merde, chers Français. En Suisse, il y a un border collie qui tape des dos crawlés dans sa piscine privée. Au calme. Alors, on aura reconnu évidemment Yann Marguet, Marina Rollman et Alexandre Kominek. Et Mathieu Noël.
et Mathieu Noël, respectivement dans Zoom Zoom Zen, la nouvelle émission que vous avez lancée d'ailleurs à la rentrée. Et puis l'autre, c'était la bande originale avec Nagui et Leïla. Les deux cartonnent. Et justement, qu'est-ce que ça amène de plus d'avoir ces Suisses qui vous parlent français? Alors, on ne les recrute pas en fonction de la nationalité, vous imaginez bien, sinon on aurait beaucoup de problèmes. Des quotas ethniques. Voilà, c'est ça. Campent devant chez vous et vous disent c'est des gens drôles. Engagez-vous. Ils sont extrêmement drôles, ils sont formidables. Alors, sur Inter, il y a beaucoup de Suisses, il y a beaucoup de Belges. Après, pourquoi? Je vous assure que, enfin, je ne veux pas faire de l'essentialisme, hein, donc je ne peux pas dire que les uns soient plus drôles que les autres ou que les Français sont moins drôles, j'en sais rien. On peut le constater qu'effectivement, il y a des humoristes francophones de tous ces pays, on en est super contents. Le seul critère, c'est d'être drôle, hein, au fond. Alors, France Inter aussi a pour vocation à défricher des talents, des gens qui ne sont pas très connus et qui peuvent ensuite avoir une ascension plus ou moins fulgurante. Je pense alors il n'est pas suisse, mais il est sympa quand même. Paul Mirabel, qui était encore pas très connu il y a quelques temps et qui aujourd'hui fait une tournée à New York, voilà. Et donc Inter a vraiment joué un rôle très très important auprès des humoristes et des profils différents, des types d'humour différents qui font tout le sel de cette antenne. C'est vraiment une soupape formidable parce que c'est d'avoir des humoristes qui sont irrévérencieux, qui n'ont aucune notion du respect, du sacré, etc. Ça fait un bien fou, ça ouvre les fenêtres et ça permet ensuite de proposer d'autres types de programmes. Oui. Inter, radio prescriptrice en termes d'humour, mais en termes aussi de journalisme. Quand on vous souhaite qu'elle reste de culture, de musique, mais c'est un rêve sonore d'encyclopédie du XVIIIe siècle. Parce que c'est l'utopie de traiter tous les thèmes. Voilà. Et que ça marche, et que ça soit bankable. C'est ça le rêve, dans un milieu, encore une fois, très, très concurrentiel, ce qu'on ne connaît pas en Suisse. Merci beaucoup. Merci à vous. Adèle, merci beaucoup Philippe. Le point, donc, c'est fini pour cette semaine. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se retrouve avec un véritable monument populaire français. C'est Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre, comme Johnny, libre dans sa tête et dans son verbe. Et ça tombe bien, elle sera sur notre plateau dans Le Point mercredi prochain. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous.